Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 3 septembre 2024. Alors aujourd'hui, beaucoup de rouge sur les marchés. C'est dû en partie ou même en totalité aux chiffres sur les PMI aux États-Unis et donc la confirmation du ralentissement de l'économie américaine. Et on va voir ça tout de suite. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les PMI, c'est quoi? Ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du climat économique dans un pays, que ce soit sur le manufacturier ou les services. Là, c'était sur le manufacturier, donc plutôt dans le secteur primaire. Et on va le voir, regarder en un peu plus gros. C'est donc chaque histogramme représente un mois. Et alors, on s'attendait déjà à un chiffre qui allait tomber sous les 50. On l'a vu, hein, hier en Europe, on était autour des 42, 43, 45. C'est très moyen. Mais c'est plus les États-Unis qui comptent, évidemment. Et les États-Unis étaient à 48 le mois dernier. On s'attendait encore autour des 48 et on a eu alors 48,1 et on a eu 47,9 sur les PMI. Donc on voit qu'il y en a quand même une belle descente, hein, une baisse qu'on n'attendait pas forcément et qui est aussi importante, qui confirme ce ralentissement. La ligne des 50, elle est là, hein, c'est la ligne sur laquelle il faut être, ou au moins au-dessus, pour espérer une croissance intéressante. Et pour l'instant, on le voit, on a du mal depuis pas mal de mois. Et le petit rebond qu'on a eu, hein, notamment durant le début ou le milieu de l'année, est déjà en train de tomber. Donc c'est ça qui a fait peur un peu au marché, plus probablement le pivot de la Fed, alors qui a déjà été annoncé au symposium de Jackson Hole, mais qui sera effectif le 18 ou le 17, je sais plus, septembre. Bah ça met un peu les investisseurs un peu en panique. Forcément, quand vous avez un ralentissement comme ça qui est un peu global et général, bah, les matières premières vont aussi baisser. On le voit sur le pétrole aujourd'hui, grosse chute, hein, sur le pétrole. On reste sur un support intermédiaire et dans des niveaux de pétrole toujours super chers avec éventuellement, hein, on pourrait même aller dans l'excès encore quelques jours avant de rebondir sur le pétrole. On n'a malheureusement pas trop de crainte à avoir sur un pétrole qui va baisser énormément. Je crois que tout ce qui va être sous les 74, il faudra l'acheter, hein, parce que le secteur de l'énergie et pétrolier parapétrolier devrait pas s'effondrer sous ces niveaux-là, hein, même autour des 70. Donc malgré un contexte court terme et puis un contexte baissier court terme sur les minerais, les matériaux, il y aura certainement un rebond assez important les prochains jours et peut-être à l'occasion des PMI services notamment, hein, qui sont traditionnellement un peu meilleurs et généralement au-dessus de 50 un peu partout, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ces chiffres-là, on les aura demain, un mercredi. Évidemment, on voit pareil le cacao qui est un peu reculé. Il tentait une percée vers le haut, mais ces chiffres-là sont un peu de nature à faire baisser les investissements. C'est pareil pour le cuivre, hein, qui perd autour de 3%. Le jus d'orange, il s'en sort un peu mieux. Et on l'a vu, hein, avec le palladium et le platine aussi, les matériaux rares. Par contre, l'or, évidemment, moins 0,5, mais on voit qu'on perd pas grand-chose et puis qu'on revient sur le support majeur, hein, sur l'or des 2483. Donc on est loin encore de passer dans une dépression pure, hein. C'est juste un petit mouvement court terme comme ça qui sert un peu de réajustement. Et pas encore de quoi paniquer, je pense. Et oui, je voulais juste voir le blé aussi, hein, qui remonte un peu. Alors, c'est toujours un peu baissier sur le blé. On espère revenir sur des niveaux ici à 577. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on n'a pas réussi, hein. C'est ces niveaux-là, moi, que je surveillais notamment sur le blé, hein. Hop, on a fait un échec. Et puis là, on est toujours en dessous. Donc, c'est pas encore le moment, je pense, mais on devrait avoir plus de chances d'avoir des rebonds
avec ce contexte-là sur les matières agricoles que peut-être sur les matières premières. Et on va voir le CAC 40 avec évidemment hop, la baisse de 0,9. Et on va le regarder en journalier, en minutes, pour voir la baisse ici, 15h45. C'est les premiers chiffres sur les PMI, et puis 16h, d'autres chiffres sur les PMI aux États-Unis. Donc c'est là que ça a baissé. On avait déjà un petit peu baissé, mais pas énormément, durant la séance. On avait ouvert hop, ici, donc on se maintenait autour de moins 0,3. Et on a vraiment accéléré avec les chiffres sur l'économie américaine et le ralentissement. On va revenir au journalier. Donc peut-être que le pivot de la Fed, comme il a été annoncé déjà avant, 2-3 semaines avant, c'est peut-être, on n'aura pas ces quelques jours ou ces quelques semaines qui permettront peut-être d'aller plus haut. On va peut-être aller vers le bas. C'est une hypothèse seulement encore à ce stade. Et on rappelle que même si on a une baisse assez rapide due au pivot de la Fed, généralement quelques semaines ou quelques mois après, ça reprend. Alors le but c'est de pas se faire trop balader, de savoir anticiper qu'on risque d'avoir quand même une baisse prochainement, mais qu'elle sera comblée assez rapidement. Donc peut-être prévoir des liquidités pour acheter des valeurs peut-être un peu massacrées dans quelques temps, ou ne pas paniquer sur d'autres valeurs qui sont plutôt solides. Après, il y a des valeurs qui sont pas solides qu'il va falloir peut-être oublier si le marché chute, parce que le ralentissement de l'économie et la baisse des taux, ça va pas suffire à les faire rebondir. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire un choix intéressant, notamment dans le stock picking, ou alors gérer des secteurs, mais les secteurs qui marchent notamment. On va faire un petit point sur les 40 actions du CAC aujourd'hui. Donc là, rien de nouveau par rapport à ce qu'on s'était dit. On a toujours les 7700 probablement en résistance. Si on y arrive, on aura du mal à les passer, je pense, après la mi-septembre. Donc un peu de construction et puis peut-être un peu de baisse prochainement. Mais seulement court terme. Accor qui est revenu pas loin de sa résistance. Alors il y a eu un peu de déception avec les Jeux Olympiques notamment. On l'a vu aussi sur le transport aérien, qui avait finalement pas trop bénéficié des JO. Accor, c'est un peu pareil. On a été un peu déçus. On a été dans l'excès un peu là au fin juillet, début août. On revient, il n'y a pas vraiment de grosses différences, à part cette chute rapide et ce rebond. On est toujours dans cette dynamique un peu de consolidation lente. Et c'est ça qu'il faut attendre, c'est la sortie de cette consolidation pour recasser sur Accor, qu'on risque d'avoir. Peut-être si le luxe confirme, on voit qu'aujourd'hui le luxe c'est un des seuls secteurs qui a marché notamment. Donc c'est peut-être ça qui pourrait sauver le CAC 40 et un peu une partie de l'économie du CAC 40 et de l'économie française. Mais pour l'instant, on le voit sur Accor, il faudra attendre quand même plutôt une sortie vers le haut. Mais ça reste, à ce stade, on le voit, ça reste propre. On fait juste de la conso relativement lente et mesurée. Et on va le voir sur pas mal d'autres valeurs. C'est un peu les mêmes graphes qu'on a. Donc c'est de l'attente de sortie de congestion pour se réinvestir. Air Liquide, c'est plutôt bien. Et c'est plutôt le moment d'investir. On l'a dit depuis, je crois, la semaine dernière, avec cette cassure entre le 27 et le 28 août. Pour moi, si vous voulez acheter du Air Liquide, c'est maintenant. Parce que déjà, c'est une valeur plutôt long-termiste et on revient sur des niveaux intéressants, à savoir la moyenne à 200 et une phase de consolidation dont on est en train de sortir. Donc là, oui, sur Air Liquide, en plus, elle est un peu moins volatile que les autres et moins susceptible de... Alors, elle va le subir aussi, le ralentissement du marché, mais un peu moins fortement que les autres. Donc, Air Liquide, c'est une valeur intéressante. Je pense à prendre maintenant Airbus. On en a parlé avec cet effet un peu JO, mais il n'y a pas que ça sur Airbus. La déception qui venait avant. Le gap baissier, alors gap baissier puis cassure de la moyenne à 200, ça, c'est quand même un gros avertissement. C'est risqué. Alors, si on la prend, c'est pour du long terme, évidemment.
parce que le timing, il est un peu catastrophique. Donc maintenant, si on joue le long terme, on le regarde en hebdomadaire ou en mensuel, on peut l'acheter maintenant. Mais tant qu'on n'est pas revenu au-dessus des 148, 150, il n'y a pas grand-chose à faire en court terme. À vous de voir si vous voulez investir un peu sur Airbus long terme ou pas. ArcelorMittal, mauvaise nouvelle avec le ralentissement forcément. Hein, tout ce qui est métal, acier, construction, ça en prend un petit coup dans le museau. Et donc Arcelor, qui était déjà baissier, bah, ils ont un peu réajusté. AXA, secteur de l'assurance qui survit, hein, un peu mieux que le reste. Donc pour l'instant, c'est toujours positif aussi sur AXA. On est sur des plus hauts historiques. Plutôt un profil un peu défensif sur AXA. Le timing en court terme, il peut se prendre si on joue vraiment que la tendance trend following avec les premières moyennes en support. C'est-à-dire que si on va casser la moyenne à 20, on va partir. Donc c'est ça qu'on joue, c'est éventuellement la continuation de la séquence haussière. Sinon, aussi le moyen long terme qui est plutôt intéressant, mais là on n'a pas d'optique un peu court terme avec une baisse de la volatilité qui est intéressante pour rentrer. Donc c'est pas forcément le meilleur des timings, je pense. BNP, on le voit, hein, BNP, elle a fait le petit dessin, exactement ce qu'on avait prévu à la mi-août, c'est-à-dire monter ici jusqu'à l'oblique, faire le troisième point d'impact et ensuite probablement encore consolider parce que c'est trop tôt sur plein de marchés, sur pas mal de secteurs et les bancaires aussi. Ça semble un peu tôt pour relancer une hausse. Donc sur BNP, on va enlever, hein, c'est ce qu'on avait fait ici. C'est hop, aller chercher l'oblique et puis continuer un peu de consolider avant d'exploser. Et là, on l'a pas ce signe d'explosion encore, il faudra le surveiller. Là aussi, on a un gap baissier, hein, qui a toujours pas été comblé et qui nous alerte un peu sur l'état de santé de l'action. Bouygues, là aussi c'est mauvais, hein, sur Bouygues, hop, le gap baissier, retour sur moyenne à 200, on casse, on revient sur moyenne à 200, on n'y arrive pas. Donc alors, on a fait le petit rebond sur les 30, mais pour le moment, c'est pas engageant. Moi, j'éviterais évidemment ce genre de choses. Sauf toujours dans une optique éventuellement plus long-termiste. Hein, mais là aussi, on voit qu'on a tapé un peu des plus hauts qui avaient du mal à chaque fois à casser. Et puis finalement, on revient. Donc, moi, j'achèterais plutôt le bas, hein, sur Bouygues, des retours au niveau de la moyenne à 200 ou un peu après, autour des 29-30. Mais là, le marché est pas trop orienté pour. Capgemini, on en a parlé récemment avec un fonds américain qui est rentré pour une grande partie du capital à Capgemini. Ça peut être une tendance intéressante, une tendance qui se confirme avec des investisseurs qui vont être dessus long terme, donc peu de ventes, une sortie plutôt vers le haut à surveiller, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas encore ce qu'elle a fait, parce qu'on a cassé. Là aussi, hein, la moyenne à 200, elle est cassée. Donc il faut revenir, déjà combler le petit gap ici qui est à 191,95. On n'en est pas loin. Casser l'oblique, revenir autour des 198-200. Et là, c'est positif. On peut éventuellement l'anticiper maintenant, mais c'est risqué. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un peu la confirmation parce qu'on peut encore avoir pas mal de semaines de tergiversation. Carrefour, alors Carrefour, c'est bien, elle nous fait le W, mais on l'a pas cassé le W. Les W, ça s'achète quand on les casse à la hausse. Alors, il est quasiment cassé aujourd'hui, mais ce qu'on voit surtout, c'est la grosse résistance ici, hein, sur les 14,6. On est revenu les tester le 11 juin et on l'a cassé à la baisse. Résistance le 23 juillet, on revient dessus, résistance le 28 août. On essaye de le passer, mais pour l'instant, on le passe pas vraiment. Donc, il faut attendre éventuellement quelques jours qu'on ait cette confirmation. Et si on l'a sur Carrefour, on pourrait se mettre dessus. Ça pourrait être intéressant. Donc, il nous manque juste quelques jours. Quelques jours au-dessus ou quelques jours en dessous pour confirmer la tendance qui va être probablement à la hausse ou à la baisse. Donc là, c'est juste de l'observation pour avoir
une fin de graphique intéressante. Crédit Agricole, un peu mieux que BNP Paribas, on l'a dit, un Crédit Agricole, il surperforme un peu depuis un peu plus d'1 an, là, les bancaires. Donc super intéressant. On est, on est revenu sur cette oblique, on l'a cassée et on essaye de la tenir. Et pour l'instant, on la tient. Alors on la tient pas très fortement, on avait parlé hein, avec les différents scénarios. Mais on le voit, on mèche en dessous, mais on tient le cours au-dessus de l'oblique. Donc si on se maintient ici sur ces niveaux-là, et qu'on réintègre pas en dessous de l'oblique rouge, c'est positif. Et on peut aller chercher la résistance à 15 prochainement. Là aussi, il faudra attendre la confirmation, quelques jours, hein, la fin de semaine probablement, avant de se placer. Danone, toujours positif. Hein. Moi, j'étais rentré sur Danone ici début août. Confirmation, hein, on est allé chercher des plus hauts et puis on lance une belle tendance, on gagne des pourcentages quasiment tous les jours. C'est une des rares valeurs qui est intéressante. Et le jour où elle consolidera, il faudra même plutôt rester, je pense, parce que quand elle met quand même des signaux comme ça assez forts, assez importants, on aura peut-être une conso et une continuation de la tendance. Donc je pense que ce ne sera pas à vendre. Le support, il est là, hein, autour des 61. Si on revient sur les 61 et qu'on le casse, oui, là, on n'aura pas le même discours, mais je pense qu'on n'y reviendra pas. Donc, plutôt positif. Dassault Systèmes, elle a réussi enfin à combler son gap, mais elle est toujours dans une dynamique négative qui demande encore du temps et de la construction. Ça reste à ce stade négatif et vaut mieux éviter, je pense, Dassault Systèmes hein, pendant quelques temps. Edenred, c'est négatif aussi, c'est baissier largement, on casse tout, on n'arrête pas de descendre en escalier, on tient aucun support. Donc il y a encore rien à faire, il faut attendre que le marché nous indique peut-être un changement de tendance, à savoir un support qui tient depuis un moment, une congestion, des rentrées de volume importants, mais là il n'y a rien de tout ça. Engie, Engie, on est en train de confirmer le double top, hein, à savoir les 15,93 en échec, la résistance qui est trop dure, on le voit une fois, deux fois, trois fois. La MACD aussi qui est en train de s'inverser en territoire positif. On a passé plusieurs jours, même plusieurs semaines, au-dessus de 70 en RSI. Aujourd'hui, on est à 68. On est en train de rentrer dans le rang. On est en train tout simplement de confirmer cette résistance et donc de confirmer aussi le retour sur le support le plus proche. Donc Engie, ils ont de très grandes chances à court terme d'aller retrouver le support intermédiaire des 15 points. Voire un peu plus bas, c'est pas impossible, mais là, on aura probablement la confirmation ces prochains jours hein, d'une baisse d'Engie. Essilor, c'est toujours plutôt propre. Alors moi, j'étais rentré juste court terme hein, sur Essilor, mais ça reste haussier. On a ce fameux gap, hein, quand on voit ça, généralement, ça trompe pas. Le gap haussier qui est confirmé les jours suivants. C'est le genre de valeur qu'il faut acheter rapidement quand on voit ça. Parce que le marché nous dit que c'est une occasion unique et probablement moyen long terme. Donc on a la confirmation hein, sur Essilor. Depuis ici l'ouverture hein, sur le gap, alors c'est pas énorme, il y a 4%, mais on voit qu'on baisse quasiment pas. Et puis les mèches, hein, elles font 1,2, 1,3, pas plus en dessous. Donc on a toujours une force intéressante acheteuse quand on a des gaps comme ça. Eurofin, c'est toujours négatif. On a fait l'échec ici autour de la moyenne à 200. Et derrière, on rebalance vers le bas. Donc rien à faire sur Eurofin. Là, on surveille éventuellement des signaux du marché, mais il y a rien pour le moment. Rien à faire sur cette valeur-là. Alors le luxe, on en parlait, c'est peut-être ça qui va permettre au CAC de survivre. Hermès. Et Hermès, ils ont fait encore un échec ici sur les 2226. Alors, voilà, on le voit, hein, 1, 2, 3, triple échec sur les 2226, qui est vraiment la zone bien marquée, hein, parce qu'on avait rebondi dessus avant, en support. Là, on rebondit dessus en résistance. C'est ces niveaux-là qui, le jour où casse, valident le retour d'Hermès. Mais pour l'instant, ça peut mettre des semaines, des jours ou des mois hein, avant d'y revenir. Pour l'instant, on n'a pas ce signal sur le luxe. Donc, c'est plutôt éventuellement à regarder d'un œil distrait, même si on est toujours plutôt haussier. Mais on n'est pas revenu au-dessus de ces niveaux-là. Donc, moi, c'est ça que j'attends sur Hermès, c'est réussir
la petite conso comme on veut, hein. Mais le jour où on revient là et puis on tient plusieurs jours, plusieurs chandeliers au-dessus des 2226, bah, il faut acheter Hermès. Mais là, c'est trop tôt. Kering, non, 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 non. Kering, c'est catastrophique. Gap baissier, on fait que descendre, il n'y a rien à faire, on attend. On attend que le support tienne un peu plus que 2-3 semaines, hein, parce que le dernier support, il est là à 246, il date de mi-août. On est début septembre, donc ça fait 15 jours, c'est beaucoup trop tôt. Et puis on attend de combler au moins un gap, à savoir les 296, donc pas avant les 300, je pense, sur Kering. Le grand, le grand, on en avait parlé notamment ici, hein, avec la conso qui avait été cassée. Derrière, on va chercher la résistance. Et puis là, on travaille un peu dans le triangle. Donc ça, c'est positif. C'est une belle sortie, hein, une sortie de congestion. On va chercher les résistances. On va travailler maintenant ici dans le triangle et probablement faire une petite congestion qui devrait être plus courte que celle-là, hein, qui a duré du mois de mai au mois d'août. Donc ce qu'on peut espérer, c'est ça, peut-être sur le grand. C'est ce travail-là entre les deux obliques blanches. Et si on recasse encore vers le haut, bah oui, là on ira chercher beaucoup plus haut sur le grand. Mais il y a des chances et il y a plus de chances de sortir vers le haut quand on a ce genre de graphe. Donc à surveiller sur le grand, éventuellement à prendre bientôt. L'Oréal, on le voit aussi, hein, le luxe qui est en train de repartir ou au moins de rebondir depuis quelques semaines. On le voit ici avec la consolidation, hein, la résistance oblique baissière qui a été cassée, notamment le 29 août. Donc on signifie la fin de la baisse avec la confirmation du support à 382. Éventuellement y revenir une deuxième fois, hein, c'est pas impossible, les 282, et repartir un peu vers le haut. Donc là on est dans cette fameuse zone de construction avec un support à 382 qu'il ne faudra pas enfoncer. Et toute cette zone-là, hein, qui devrait être travaillée par L'Oréal. Mais là aussi, c'est un peu tôt. Donc c'est plutôt éventuellement en spéculatif ou en anticipation pour jouer une continuation du rebond technique sur L'Oréal. LVMH. Alors LVMH un peu moins forte que Hermès, hein, depuis quelques temps, on l'a vu. On a fait aussi le plus dur en comblant le gap sur LVMH. Maintenant, c'est un peu comme L'Oréal, hein, on a le support ici autour des 640, voire un peu plus bas, mais donne des signaux un peu plus faiblards. Donc moi, j'attendrai de les retrouver vraiment bien au-dessus des 700 pour être en embuscade. Et puis la confirmation, on l'a sur les 750, hein, sur LVMH, donc ça demande encore du temps. Et on aura certainement des signaux plus intéressants sur le marché du luxe et sur le marché chinois qui devrait repartir pour que ces valeurs-là repartent également. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc on va plutôt éviter de s'investir là-dessus. Michelin, plutôt fort Michelin. Alors le secteur auto est pas terrible, hein. On a un peu tout cassé vers le bas au niveau du secteur auto. Donc pareil, les équipementiers, on va plutôt éviter. Michelin, ils s'en sortent un peu mieux quand même. La consolidation, elle est plutôt lente, elle est plutôt pas très forte, donc ça c'est intéressant, c'est un signe de force. On le voit, hein, on a fait un point d'impact, 2 points, là on a frôlé, on va peut-être le toucher le troisième bientôt. Il faut attendre que cette consolidation se termine et qu'on ait une vraie cassure intéressante pour se réinvestir, mais là aussi c'est plutôt intéressant parce qu'on le voit, hein, ces zones-là autour des 34 par exemple, sont rachetées. Là, c'est une petite zone de conso très court. On est revenu après ici sur les 34,5, autour des 34,2, autour des 33,8. Et à chaque fois, c'est racheté. Donc, c'est plutôt favorable. Et là aussi, on a des chances de relancer sur Michelin. Mais c'est pas le moment encore, je pense. Ça mérite quelques semaines peut-être de travail. Orange qui reviennent. Mais c'est toujours neutre, hein, depuis des mois. Alors, elle a quand même des grosses périodes où on va exploser un peu et puis après on revit, on sait pas trop comment sur Orange. Ils ont du mal avec les marges, hein. On sait que les opérateurs, ils sont assez nombreux, donc c'est un peu une guerre entre les uns et les autres, donc ils peuvent pas faire les prix qu'ils veulent. Ils n'ont pas un pricing power important et donc ça joue sur les marges. Et donc Orange, ils font pas trop rêver, je pense. Et moi, j'ai pas trop envie d'investir sur Orange
que ce soit pour le court ou le moyen terme. Pernod Ricard, on en avait parlé aussi. Ils ont fait leur premier signe ici de sortie de cimetière un peu, hein, parce ils étaient à la cave. Ils sont encore vivants, ils confirment. Maintenant, ça demande du travail, hein, on sait, c'est pas le Nasdaq, Pernod Ricard, ils vont pas faire une reprise en V, donc ils ont fait leur premier signal. Il faut qu'ils digèrent ça, que ça dure quelques jours, quelques semaines, et après ça devrait être bon. Donc c'est une valeur à surveiller. Pourquoi pas rentrer maintenant? Parce que potentiellement on immobilise le capital pendant un mois, 2 mois ou je ne sais quoi, et éventuellement on aura peut-être un prix plus bas après. Mais je pense que d'ici la fin de l'année ou début 2025, oui, Pernod Ricard, il devrait être beaucoup plus haut que les 127. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est une fenêtre intéressante pour rentrer sur Pernod Ricard. Publicis. Publicis, c'est plutôt intéressant aussi. Mais on a quand même ce signal très négatif ici avec le chandelier. On part très haut, mais tout est rendu dans la séance, malgré le gap qui résiste. Mais le gap, il est comblé le lendemain. Puis après, on réagit. Donc, on a des signaux un peu positifs et négatifs sur Publicis. Après une grosse hausse, on a cette période un peu de digestion éventuellement en range. Ça demande là aussi un peu plus de chandelier et puis de zones bien marquées parce que finalement, c'est assez neutre ce que nous fait Publicis avec cet excès ici sur les 104 et puis ce retour sous la moyenne à 200 qui est jugé comme une opportunité. Donc entre les deux, on revient à la moyenne et finalement, il se passe rien. Renault. Renault, ils sont plutôt intéressants sur le secteur auto. C'est un des rares qui donne des signaux intéressants. Ils ont lancé pas mal de modèles également. Ils ont des marges qui sont en amélioration. C'est probablement une des valeurs auto qui est la plus intéressante, je pense. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Alors, on avait ce signe-là, hein, épaule, tête, épaule, et puis on l'a cassé avec le gap. Donc derrière, on va chercher le support. Ça a été déjà fait. On en est revenu. Et puis là, on est en train de retravailler la moyenne à 200, qui est toujours plutôt haussière, légèrement. Ce qu'il faut surveiller sur Renault, c'est deux choses. Si on revient là et qu'on casse les 40, c'est très mauvais. Si on revient par là et qu'on casse les 44 à la hausse, on achète. Donc il y a deux destins différents hein, pour Renault. Avec deux sous-destins si on veut, hein, vers le bas et puis finalement on s'en sort, ou alors la catastrophe, et puis vers le haut avec une petite conso dans le temps avant de repartir, ou alors on casse directement. Donc c'est ça qu'il va falloir voir sur Renault. Mais là aussi, moi je serais plutôt positif, et puis on peut surveiller aussi l'oblique RSI. Le jour où on vient la casser, alors ça va mettre encore un peu de temps, parce que là elle est assez haute quand même par rapport au niveau où on est. Mais oui, Renault, c'est à surveiller, je pense. Peut-être fin septembre, ça sera intéressant. Safran, ça consolide gentiment aussi, plutôt bien. On a vu qu'on a eu une augmentation assez rapide, un peu trop rapide même du cours. Donc là, on revient sur des niveaux historiques presque. Alors le niveau historique, il est plutôt là, hein, sur cette oblique verte là. On sera sur le cours ici au mois de janvier. Il ne faudrait rien faire pendant 4-5 mois. Et éventuellement combler le gap. Si c'est le cas, je pense que Safran, ils repartiront. Parce qu'il y a toujours une grosse demande, hein, notamment sur les moteurs d'avion. Safran qui motorise pas mal de compagnies aériennes. Plutôt pas mal aussi, mais là on a aussi un point d'impact ici, on a le deuxième là, on attend le troisième et la cassure. Et c'est plutôt positif aussi, mais c'est encore en anticipation à ce stade, donc tout ce travail qui doit se faire ici doit nous aider à confirmer soit la sortie vers le haut, soit la sortie vers le bas. Saint-Gobain, Saint-Gobain elle commence à avoir du mal sur les 80. Après, elle s'en sort quand même super bien hein, par rapport au climat économique qu'on a. Moi, je suis un peu surpris de les voir aussi bien valorisés, Saint-Gobain. Pour le moment,
Alors, on est a priori sur un troisième échec là qu'il faudra confirmer, mais ça me semble un peu cher et un peu haut quand même, Saint-Gobain pour les perspectives. On verra hein, sur les résultats annoncés, la visibilité, mais on est déjà bien valorisé là, il me semble. Pas la valeur que j'achèterais en premier. Sanofi. Alors Sanofi, on le voit, hein, gap haussier. Et derrière, on est en train de confirmer pour le moment. On perd quoi? On perd 0,8. Donc c'est pas encore énorme sur Sanofi. On a potentiellement hein, une continuation de la tendance haussière assez forte qui peut continuer sur Sanofi. On est toujours en surachat. Et quand on fait des gaps haussiers comme ça et qu'on les tient les jours suivants, généralement c'est assez intéressant. Donc peut-être une petite ligne à prendre sur Sanofi prochainement. Schneider Electric, bah, c'est un petit peu comme Saint-Gobain, mais sur Schneider Electric, qui sont plus dans l'électrification que la technique Saint-Gobain avec la construction. Donc j'aurais plutôt tendance à privilégier quand même Schneider que Saint-Gobain sur le côté un peu reprise du marché. Il me semble avoir plus de marge. Mais là aussi, au niveau du graphe, hein, finalement, c'est un peu la même chose. Et tant qu'on n'a pas un marché qui se relance un peu, pas forcément énormément, hein, mais au moins un petit peu, il y a un début de réaction et des chiffres un peu meilleurs de l'économie mondiale et américaine notamment, on va avoir du mal à passer les 235. Maintenant, il faudra mieux acheter un peu plus bas que maintenant. Ou alors attendre un gros retour hein, sur les chiffres macro. Société Générale, elle aussi, hein, pas loin de casser, mais on l'a dit dernièrement, hein, c'est la Société Générale, elle a beaucoup plus de mal que les deux autres. Elle a un peu moins de visibilité. La spéculation sur une éventuelle OPA a pris un peu de plomb dans l'aile. Et finalement, elle a descendu un peu plus que les autres. Le gap ici, il est comblé. On en a comblé un déjà. Il en reste un seul, celui à 23 à 74. Mais il faudra déjà stopper cette dégradation. Parce que là, hop, on est revenu ici, hein, moyenne à 200. Donc éventuellement, même si on casse, on risque de faire un deuxième échec ici. Sur Société Générale, ça peut prendre du temps, mais la valorisation est pas énorme. Hein. On est sous les 22, donc même éventuellement pour du moyen long terme, ça peut être intéressant. Mais on attendra plutôt la confirmation que risque d'avoir ici avec confirmation de fin de dégradation et puis le début de la construction. Et puis probablement ici en octobre, ce sera intéressant, je pense, pour se placer pour du moyen terme. Parce qu'à court terme, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas terrible à court terme. Il faudra attendre quand même une grosse tendance bien meilleure sur les bancaires. Et là, c'est pas le cas. Stellantis, on l'a dit, hein, les marges qui sont en baisse sur Stellantis, les problèmes d'airbag récemment. Enfin, il y a plein de problèmes qui s'additionnent, les moteurs aussi. Donc non, sur Stellantis, on va plutôt vers une catastrophe annoncée qu'autre chose. ST Microelectronics, les secteurs semi, hein, qui est toujours un peu sous pression avec la baisse de Nvidia récemment. Je pense toujours que ça devrait remonter assez fortement et rapidement une fois passé un peu la conso générale du secteur. Donc STM, il faut attendre. Et puis STM, ils font pas partie des leaders. Hein, on le voit, ils sont plutôt à la traîne sur le secteur. Donc c'est pas forcément eux que je choisirais pour relancer un peu la tech et les semi-conducteurs. Ils ont encore pas mal de gaps qu'ils n'ont pas comblés, dont deux, hein, celui à 36 et puis le dernier à 29,55. Donc tant qu'on n'a pas comblé au moins celui de 29,55, c'est compliqué hein, de vouloir rentrer sur STM. Téléperformance. Alors intéressant, ils ont fait hier la mèche sur support. Ici, le support à 93,20 qui est super bien marqué. On le voit avec des mèches, des chandeliers aussi souvent, des zones de travail, des échecs, des résistances, des rebonds. Donc les 93,20 sont super bien marqués par le marché. On a rebondi dessus hier. Donc maintenant, on va construire pour réattaquer. Moi, je suis toujours positif sur Téléperformance. Je trouve que la baisse, elle est complètement exagérée.
et que le marché va à un moment s'en rendre compte. Et puis quand l'intégration de l'intelligence artificielle va permettre à Téléperformance de réduire ses coûts, le titre devrait mécaniquement remonter. C'est ce qui doit être fait par la direction, hein, notamment ce qui avait été fait par Salesforce en avance. Les performances, ils vont suivre le mouvement, et puis quand ça va porter ses fruits, je pense que le titre va mécaniquement repartir, parce que sous les 100 euros, c'est quand même très faiblement valorisé. Thales, le secteur de l'armement qui a un peu de mal aussi, hein. Il n'y a pas de, malgré les conflits un peu en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, on est toujours dans cette phase de digestion. On attend le petit détonateur qui pourra confirmer la suite, mais on a eu déjà des baisses de la part des États. Il y avait l'Allemagne, hein, qui avait baissé ses aides à l'Ukraine notamment, donc on avait Rheinmetall qui avait baissé. Donc pour l'instant, tout ce qui a été armement, avec le ralentissement économique et donc la baisse de création de richesse, l'armement il va baisser un peu, forcément. Et donc c'est plus, alors même si ça reste une priorité, on va pas encore remettre au pot, je pense, pour tout ce secteur-là. Donc on devrait se maintenir sur des niveaux corrects avant d'avoir une autre nouvelle, d'autres catalyseurs qui pourront le faire exploser. Mais les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est plutôt un statu quo sur pas mal de secteurs défense. Total Energy, les chiffres sur les PMI, hein, qui sont arrivés, baisse de la demande, baisse de la croissance, donc forcément l'énergie ça baisse. Mais on surveille parce qu'on a fait la totalité ou presque de la consolidation, qu'on a fait les 3 points d'impact, qu'on est revenu sur la moyenne à 200, et que maintenant il reste plus qu'à la dernière étape qu'à casser. Donc, et puis Total, hein, c'est haussier long terme forcément, hein, depuis le creux Covid là, ici, ça ne fait que grimper. Donc en plus ils sont potentiellement sous-valorisés par rapport aux autres majors américaines sur le pétrole. Donc moi ils m'intéressent, je les surveille, et puis le jour où ils reviennent titiller un peu les 63, il faudra peut-être acheter Total. Unibail, ils sont pas loin, hein, on en avait parlé, c'est cette zone-là qu'il faut confirmer. Ils ont cassé hier, là ils ont du mal à confirmer aujourd'hui. Il faut voir si on se maintient sur ces niveaux-là autour de 73, 74 ou pas. Si c'est pas le cas, on attendra, mais si c'est le cas et qu'on commence à travailler ici, on a de grandes chances de retrouver la résistance à moyen terme sur Unibail. Veolia, il m'inspire jamais, Veolia. On revient sur une zone quand même bien marquée à chaque fois, qu'on vient de recasser, les 29,51. Mais il n'y a pas une grande force, il n'y a pas énormément de volume. C'est quand même super neutre ce que nous fait Veolia. Moi, je sais pas trop quoi dire sur cette action. Vinci. À Vinci, on en avait parlé notamment ici, hein, le 19 août. Probablement un signal d'achat. Ça se confirme avec la continuation de la hausse, hein, en escalier depuis. Et on revient sur une zone intéressante, les 107,9, qu'on est en train de tenir, de travailler. Hop. Ici, donc on a déjà eu la consolidation, la dégradation. On revient, alors on peut même voir un petit W, hein, comme ça. Hop. Et donc, ce qu'on attend, c'est de casser les 108, en gros, confirmer, revenir sur moyenne à 200, et puis là, on aura la construction confirmée, et puis le comblage de gap sur les 110. Donc là, on n'en est pas loin. On est sur une zone clé, hein, sur Vinci. Et on l'avait dit, hein, sur les 100, c'était plutôt une aubaine intéressante parce qu'elle était sous-valorisée. Et là, on a peut-être la confirmation par là, hein, si on a un travail dans l'ellipse orange, là, entre les 108 et les 111. Que Vinci va progressivement remonter. Donc plutôt positif aussi sur Vinci. Il faudrait juste pas avoir 2-3 jours de baisse pour confirmer la résistance. Et Vivendi, moi je suis rentré sur Vivendi, hein, sur les 9,7. On a déjà rebondi fortement, hein. On a cassé dès la première tentative. On est en train de tenir au-dessus de toutes les moyennes.
Vivendi, moi je l'ai joué plutôt en moyen terme pour la fin de l'année pour avoir aussi les autres actions Canal+ et Havas normalement sur la scission qui devrait se faire à la fin de l'année. Il était un peu trop tombé à cause des mauvais chiffres du MG notamment, hein, Universal. Euh, Ça me semble sous-valorisé. Je pense qu'on pourrait viser une zone qui s'approche des 13 probablement à la fin de l'année, on verra. Mais là, c'était une zone intéressante, hein, sous les 10 à acheter pour Vivendi. Donc voilà, c'est. Il y a petite résistance là quand même à court terme, à moyen, court ou moyen terme, hein, sur les 10,2, on le voit, hein. On a eu pas mal de mal, mais on la tape souvent. On a réussi à la casser une fois, et puis là, on revient à attaquer encore. Donc, je pense qu'elle a de belles chances de casser. Et puis, avec la scission, hein, peut-être d'exploser le cours et la valorisation. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'y répondrai en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!